Bien, bonsoir à tous. Je suis heureux d'accueillir au nom du cercle Fustel de Coulanges Stanislas Berton. Alors, le cercle Fustel de Coulanges est un cercle qui regroupe des jeunes et moins jeunes professionnels ayant pour but d'organiser, de former les gens, de leur proposer un certain nombre de conférences autour de l'histoire, de l'identité, de la culture locale, nationale et européenne, de favoriser la réflexion, l'échange, le dialogue entre tous. Voilà, et ce soir, donc, nous accueillons Stanislas Berton. Alors, Stanislas Berton a plusieurs casquettes, on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Alors, il est éditeur, c'est son métier, mais il est essayiste, c'est son hobby. Éditeur, essayiste, il est conférencier, d'où sa présence ce soir. Il intervient assez fréquemment sur nombre de médias, Géopolitique Profonde, Radio Courtoisie, TV Liberté, et bien d'autres qu'il nous rappellera peut-être. Il a écrit différents essais, alors notamment sa somme en plusieurs volumes sur l'homme et la cité, en 4 tomes, mais chaque tome peut être lu indépendamment, chacun étant consacré à un thème. Son dernier essai porte justement sur le système américain et ce qu'on a appelé le Q, et les interrogations sur ce qui s'y dit, leurs valeurs, leur portée, leur manipulation, et différents autres essais. Alors ce soir, le thème de son intervention est sensiblement différent, même si je pense qu'il y aura des points communs. Oui, il y aura des points de convergence. Ah, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, on est en plein dans l'actualité, parce que je dois vous avouer que quand on a fixé la thématique de la conférence, j'en avais parlé avec Donald et Pam, mais on n'était pas absolument certain que les Epstein Files sortent il y a une dizaine de jours, qui renouvellent un peu l'interrogation autour de quel jeu joue Trump. D'ailleurs, en plus, quel jeu joue Trump, c'est très bien. Parce qu'il y a quel jeu JE, je crois qu'on ne peut pas l'exclure quand on voit un peu son comportement. Il y a quel jeu joue Trump, JEU, et puis il y a quel jeu joue Trump. Enfin, il y a plusieurs jeux peut-être, plusieurs facettes dans le personnage. Alors, Stanislas va essayer de nous éclairer ce soir. Je ne suis pas certain qu'il nous donne une réponse. Là, je spoil un peu, non ? Des pistes en tout cas. Voilà, nous sommes heureux de l'accueillir. Merci à vous d'être venus. Nous nous retrouverons ici même probablement dans 2 mois pour une nouvelle conférence. Alors le thème n'est pas encore totalement déterminé. On a pour l'essentiel vos adresses mail. Vous recevrez une invitation, puis ça tournera sur les réseaux sociaux de toute façon. Voilà, j'en ai assez dit. Stanislas, je te laisse la parole. Tu es sous contrôle horaire. Merci. Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend bien au fond? C'est bon? Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Et je remercie particulièrement le Cercle Fustel de Coulanges pour son invitation. Alors ce soir, nous allons parler d'une figure polarisante qui est à la fois une des personnes les plus connues au monde, mais aussi, par bien des égards, une des plus méconnues. Et donc cette personne, c'est le président des États-Unis, M. Donald J. Trump. Alors, que je parlais de polarisation, pour certains, et surtout quand on écoute les médias de masse, c'est un fou, un dictateur, peut-être même un nouvel empereur pour les États-Unis avec des délires mégalomanes de grandeur. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez tout l'inverse, c'est-à-dire certains le voient comme un espèce de sauveur des États-Unis, du monde, presque un espèce de saint laïque venu pour sauver l'Amérique. Alors la réalité est beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus passionnante. Et donc ce soir, je vais essayer autant que possible de vous aider à mieux comprendre qui est Donald Trump. Dans une première partie, je vous parlerai de l'homme. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous parlerai de son combat politique, notamment contre l'État profond américain. Et puis dans la troisième partie, je vous parlerai de son projet et de son héritage, de ce qu'il souhaite, en tout cas visiblement, laisser derrière lui. Alors déjà, pour commencer, et parler de l'homme, quelques petits repères biographiques.
Donald Trump est né en 1946. C'est le fils de Fred Trump, qui est d'origine allemande, et de Mary Ann MacLeod, qui est d'origine écossaise. Donc on voit déjà un ancrage dans sa famille, on va dire plutôt anglo-saxon, pas du tout latin. Et c'est lui-même le quatrième d'une famille de 5 enfants. Il a 2 frères et 2 sœurs. Et parmi toute sa fratrie, il n'y a plus qu'une seule sœur qui s'appelle Elizabeth, qui est encore vivante aujourd'hui. Alors aussi, une chose qu'il faut signaler, c'est que Donald Trump vient d'une famille qui n'est pas aisée, qui est vraiment riche. C'est une famille riche. Sa mère était déjà très riche, du côté MacLeod, et son père fait fortune dans l'immobilier à New York, et notamment dans des quartiers de New York, notamment le Bronx. Et donc c'est un milieu très compétitif, il y a ce goût de la compétition qui est très présent, notamment chez le père de Trump, et la famille vit dans un quartier très chic de New York, en banlieue de New York, dans une maison bourgeoise. Et ce statut de la famille Trump ne se limite pas à sa famille immédiate, puisqu'il y a quelqu'un de très important qui est son oncle, qui est John Trump, et qui est un des inventeurs de la radiothérapie, et qui travaille dans les années 30 pour le MIT. Le MIT, c'est l'université technologique la plus importante, la plus prestigieuse des États-Unis d'Amérique. Donc c'est vraiment la famille Trump, déjà dans les années 30, c'est déjà pas n'importe qui. Et petite parenthèse, John Trump sera au chevet et arrivera au chevet de Nikola Tesla, le célèbre inventeur qui meurt le 7 janvier 1943. Et l'oncle John sera le premier arrivé dans la chambre d'hôtel de Tesla, qui meurt misérable, et on dit qu'il aurait raflé une grande partie des papiers, et notamment des notes de Nikola Tesla. Et ça se fera avec ses liens avec le FBI, parce que le père John, l'oncle John, travaille étroitement avec le FBI, et nous verrons un peu plus tard dans cette conférence en quoi cela est important dans le cas de Trump. Alors Donald Trump, selon toutes les biographies, est un élève rebelle et difficile, quelqu'un qui a du mal avec l'autorité, et donc pour un peu le cadrer, il sera envoyé à 13 ans dans une école militaire. Donc il aura une formation dans un pensionnat assez strict, et ça le marquera, et d'ailleurs on verra, ça aura une importance pour la suite, parce que ça influencera en grande partie son rapport à l'armée. Et donc ça, c'est à 13 ans. À 17 ans, il entre dans une prestigieuse université qui est la Wharton Business School, où il va suivre un cursus dans l'immobilier. Et donc, sa voie est tracée, puisque le père Trump travaille dans l'immobilier, le fils va prendre la suite. Et donc, il va travailler avec son père dès ses études, dès ses 17-18 ans. Il va travailler avec donc Fred Trump. Et avec cette idée de son père, comme je l'ai dit, qui est dans un état d'esprit très compétitif, très tourné vers l'excellence, endurcir les garçons, eh bien, le père Trump va envoyer Donald Trump, notamment, travailler dans l'immobilier, et il va l'envoyer, notamment, récupérer des loyers impayés. Donc il faut imaginer la scène, Donald Trump qui est encore très jeune, qui doit aller toquer aux portes et réclamer un peu comme peut le faire un huissier des loyers à des locataires qui sont quand même dans des milieux très populaires et très défavorisés. Et il racontera que d'ailleurs, une fois, il a même failli se prendre une casserole d'eau bouillante qu'on lui achetait à la figure quand il a été demandé le loyer. Donc ça va être... Il y a ce côté qui est très présent dans la famille Trump, c'est il faut s'endurcir, le monde est dur, il faut se battre et il faut être sans pitié. Et ça ne réussira pas à tout le monde parce que autant Donald Trump l'a plutôt bien géré et a plutôt prospéré, ça ne sera pas le cas de son frère aîné, Fred Trump Jr., qui lui va être très affecté par cette relation de compétition et de pression permanente de son père, et il va tomber dans l'alcoolisme. Et en fait, ça va être une déchéance absolument terrible pour ce frère aîné de Trump qui décédera en 1981, donc quand Trump sera encore, je dirais, dans la force de l'âge. Et donc ça a beaucoup marqué Trump, à la fois cette faiblesse de son frère qui n'a pas supporté la pression et cette mort précoce pour cause d'alcoolisme. Et ça fera aujourd'hui que Donald Trump ne boit pas et ne fume pas. Est très attentif à son hygiène. Et j'ai trouvé, en faisant mes recherches sur Donald Trump, une anecdote assez significative qui, je trouve, résume bien l'état d'esprit de la famille Trump. C'est une vidéo de son fils. Vous savez qu'il a plusieurs enfants, et ça, c'est son dernier, Barron Trump,
qu'il a eu avec Melania. Et c'est Baron Trump doit avoir entre 8 et 10 ans, donc il est petit, il va à l'école, il est en costume cravate avec sa petite mallette, il doit aller dans une école très chic de New York, et il va dire au revoir à son papa qui est Trump, qui est assis dans son bureau donc à la Trump Tower, et donc Trump sait qu'il y a la caméra, donc il joue un peu avec ça, il regarde son fils et il lui dit « Alors c'est clair mon garçon, tu vas à l'école ?» Alors le gamin a 8-9 ans, je répète, et il lui dit « Alors tu te drogues pas, tu te fumes pas, tu bois pas, je veux jamais voir un tatouage sur toi, tu as bien compris, et je veux que tu me ramènes que des 20 sur 20. » Et le gamin est là, « Oui papa, moi c'est bien mon garçon. » Donc ça c'est l'état d'esprit un peu de Donald Trump. Et donc là je reviens un peu dans le passé. En 1971, il devient président de l'entreprise familiale, donc du conglomérat Trump. Il est choisi comme héritier par son père. Et donc là, dans ce cadre-là, il va rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans sa jeunesse et qui va être un peu un mentor pour lui, c'est Roy Cohn. Roy Cohn, qui est un avocat, qui va le conseiller dans une affaire de discrimination de locataires, parce qu'en fait, il y avait une espèce de ségrégation qui était mise en place. Et donc Roy Cohn va aider Donald Trump devant la justice. Et Donald Trump dira à ce sujet, si vous avez besoin de quelqu'un qui va devenir extrêmement vicieux contre vos adversaires, vous faites appel à Roy. Alors Roy Cohn, c'est un personnage vraiment fascinant. Alors il est juif, il est homosexuel, mais il déteste les PD. Il est lié à la mafia de New York, notamment à la famille Genovese, et il sera, avant de faire cette carrière d'avocat, l'assistant du célèbre sénateur anticommuniste Joseph McCarthy. Donc vous voyez, c'est un personnage assez complexe, un véritable pitbull qui est prêt à tous les coups tordus. Donc ça va être pression, intimidation, chantage, tous les moyens sont bons pour réussir. Et c'est lui qui va un peu être le mentor de Donald Trump, qui va lui expliquer un peu comment marche le monde, enfin en tout cas ce monde hyper violent et hyper compétitif, à la fois de la politique, de l'immobilier et des affaires. Et il va lui dire des choses. De son père, il y avait cette idée qu'il faut toujours être dans une logique de succès. Avec Roy Cohn, c'est tous les coups sont permis. Et surtout, il ne faut jamais avouer ses torts. C'est-à-dire qu'il faut toujours ne jamais avouer, ne jamais reconnaître et toujours aller de l'avant et toujours mettre la pression sur les autres et ne jamais subir la pression soi-même. Alors, certains biographes prête à Roy Cohn une espèce d'amour platonique homosexuel pour Donald Trump. Ça, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une relation filiale mais ambiguë, c'est-à-dire lui va jouer un peu le rôle du mentor qui va prendre le relais un peu du père. Ils vont être très proches, vraiment très très proches, et Trump va s'éloigner de lui, et notamment par la suite, notamment dans les années 80. Et notamment au moment où Roy Cohn va être rattrapé par la justice à cause de toutes ces malversations et de toutes ces magouilles, et il va être victime aussi de ses pratiques homosexuelles puisqu'il va tomber malade du sida, donc dans les années 80 avec une déchéance physique. Et là, Trump, qui est toujours un peu dans cette logique, il faut toujours être dans une logique de succès, ne jamais s'acoquiner avec les losers. Quand Roy Cohn, son étoile va pâlir, et bien là, Donald Trump va un peu le laisser tomber, mais à la fin de sa vie, il va finalement renouer avec lui, un peu le soutenir dans les derniers mois ou dernières années de sa vie. Ils vont un peu se renouer les liens. Si le sujet de cette période de la vie de Donald Trump vous intéresse, il y a un film qui est sorti il y a 1 an ou 2 qui s'appelle The Apprentice, qui raconte justement ces années de formation de Donald Trump. C'est assez intéressant, ça dresse un portrait très bien documenté et je dirais assez nuancé. Donc ça vaut le coup et vous pouvez le trouver, il est sorti en France il y a 2 ans. Donc ensuite, Donald Trump va continuer à développer ses activités, il va aller donc toujours dans l'immobilier, il va faire des concours de beauté, il va aussi développer des casinos, donc ça je vais passer sur la période de sa vie, parce que c'est la partie business. En 1985, il va acquérir une propriété à Palm Beach, le célèbre Mar-a-Lago, qui va devenir sa résidence secondaire. Aujourd'hui, on dit que c'est la 2e Maison Blanche, et il va avoir une idée assez géniale, puisque c'est une propriété immense, hein, c'est vraiment un palais. Ça a des coûts fixes gigantesques et il va avoir l'idée pour entretenir ça de le transformer en club VIP très privé. Il faut payer $200 000 l'année pour être membre. Donc en fait, c'est avec cet argent-là qu'il va en fait entretenir cette propriété. Alors, mais tout n'est pas rose pour Donald Trump, puisque dans les années 90, il est au bord de la faillite, avec notamment des dettes qui sont estimées à $800 millions, ce qui est énorme. Il est dans une situation d'endettement, il est à 2 doigts de se déclarer en faillite personnelle. Et en fait, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est qu'il va être sauvé par un afflux de capital
venus de l'étranger. Donc ça, c'est un peu, alors on ne sait pas trop, c'est un sujet très sensible, c'est difficile d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Certains disent que c'est de l'argent qui est venu en partie de Russie via des sociétés écrans et notamment via l'Allemagne. Il y a la question de la Deutsche Bank qui est très présente et qu'on retrouve, qui est un organe assez majeur, un organe financier majeur. C'est difficile d'avoir le fin mot de l'histoire, et en plus on comprend avec toutes les accusations de collusion avec la Russie, de l'idée que Donald Trump ne veut pas montrer qu'il est dépendant des uns ou des autres. C'est difficile d'avoir des informations sur ce qui s'est vraiment passé, qui a vraiment renfloué Donald Trump. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à la fin des années 90, il y a des flux financiers importants venus de l'extérieur qui l'empêchent de faire faillite. Donc après, il se refait suite à ce moment-là, et là, il va rentrer dans la culture populaire américaine avec la célèbre émission de télé-réalité The Apprentice, l'apprenti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est Donald Trump qui va jouer un peu le parrain, et il va recruter des jeunes gens qui vont venir. En fait, c'est un peu comme, comme Star Academy, mais pour le business, avec Donald Trump qui est le jury, en fait, qui va sélectionner des jeunes cadres dynamiques pour voir qui sont les plus ambitieux, les plus compétitifs, les plus déterminés. Et c'est là où il va développer cette célèbre phrase qu'il utilisera d'ailleurs dans sa vie politique, « You're fired », donc vous êtes viré. Et ça, c'était à la fin de chaque émission, il y avait le moment où qui va rester, vous savez, c'est un peu comme dans Love Story, c'est qui va rester dans l'entreprise de Trump et qui va se faire dégager. Donc il a créé cette image du chef, du parrain, et c'est un peu il est déjà un peu dans une certaine manière dans ce rôle de président qui va, à l'échelle d'une entreprise, qui va recruter les talents, dégager les gens qui sont pas performants. Alors je vais faire une petite parenthèse pour comprendre la personnalité de Donald Trump. J'ai travaillé sur un modèle psychologique qui s'appelle le modèle SSH, le modèle de la hiérarchie socio-sexuelle. Pour ceux que ça intéresse, ça se trouve dans le volume 4 des essais. C'est un essayiste américain qui s'appelle Voxday qui a défini ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump coche toutes les cases du profil qu'on appelle alpha. Alors il y a, vous avez entendu parler alpha, bêta, gamma. Ça, c'est un peu de la psychologie pop. Le modèle SSH est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a notamment un trait de caractère qui est très important pour la personnalité alpha, c'est la loyauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour Donald Trump. Donald Trump a toujours valorisé la loyauté. On voit d'ailleurs dans toute sa carrière, aussi bien professionnelle que politique, il s'entoure de gens, en général, dans son cercle proche, sont des gens qu'il connaît depuis très longtemps. À premier lieu, sa famille. Il travaille beaucoup avec sa famille. D'ailleurs, ce sont des points communs avec John Kennedy, avec le président Kennedy, mais aussi des gens, des avocats, des partenaires dans le business. Et il y a un moment qui est intéressant, j'ai retrouvé ça dans un entretien qu'il donne dans les années 80-90 à Larry King. Il dit « Un jour, j'aimerais pouvoir tout perdre pour savoir qui est loyal et qui ne l'est pas. Qui sont ceux qui sont avec moi juste parce que j'ai de l'argent et du succès et qui est vraiment loyal ?» Et ça, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui va se passer en 2020 quand il va y avoir cette histoire de fraude à l'élection de présidentielle où lui va soutenir qu'il a gagné l'élection et que Biden a truqué. Et là, en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient des Trumpistes, soi-disant, de la première heure, qui vont se retourner contre lui et qui vont le lâcher alors qu'il fait appel à eux pour justement avoir ce soutien. Et donc, c'est rigolo quand on a ce rappel de ce qu'il disait dans les années 80. Un jour, j'aimerais tout perdre et voir qui est loyal et qui ne l'est pas. Alors maintenant, je vais aborder la partie peut-être plus politique de son parcours. Il est membre du Parti républicain depuis 1987. Après, il prendra ses distances. Il y fera un retour en 2009. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que Donald Trump pense à la politique depuis longtemps. Il n'a pas attendu la candidature en 2015 parce que parfois les médias vous disent il s'est réveillé un matin, il y avait la dernière cage à cocher, c'était devenir président des États-Unis, donc il a fait ça. Ce n'est pas du tout le cas. Donald Trump pense depuis longtemps à la politique et ce qui est intéressant, c'est quand on analyse ses déclarations, il y a une constance dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous pouvez trouver par exemple des éditos qu'il avait écrits dans les années, je crois, 90 ou 2000, où déjà il parle de mettre en place des tarifs douaniers pour protéger l'industrie américaine, pour donner de l'argent aux États-Unis. Il dit pourquoi on enrichit, alors à l'époque c'est pas la Chine, c'est le Japon, pourquoi on enrichit les Japonais alors qu'on pourrait faire bosser les Américains.
il parle aussi déjà de rendre sa grandeur à l'Amérique, de ces dirigeants qui sont des traîtres, etc. Donc il y a une espèce de constance dans ce qu'il dit. Et aussi, il se fera, je dirais, il attirera un peu l'attention sur lui parce qu'il aura très rapidement, il sera un des rares d'ailleurs, une des grandes personnalités américaines qui aura un regard très critique sur ce qui s'est passé le 11 septembre. Il critiquera en disant, d'ailleurs il dira, il est très choqué parce que New York c'est sa ville, il a un côté vraiment très territorial de dire voilà, New York c'est chez moi, donc et je crois aussi qu'il a des amis qui meurent dans l'attentat des tours, et il dira très rapidement, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, moi qui travaille dans l'immobilier, des tours comme ça ne peuvent pas tomber comme ça à cause d'avions, etc. Donc il aura un discours qui jure vraiment beaucoup au sein de l'establishment et de toutes les personnalités qui peuvent s'exprimer sur ce sujet où il y a plutôt un consensus sur la thèse officielle. Donc ça c'est et donc ensuite il y aura cette candidature en 2015 et déjà on verra toute la mise en scène qui dit déjà beaucoup de choses sur Donald Trump. Vous avez peut-être ces images en tête, Donald Trump qui descend avec Melania de l'escalator de sa Trump Tower. Donc vous voyez, on est encore dans une mise en scène de l'homme de télé, c'est quasiment le dieu de l'Olympe qui descend vers les mortels. Et puis là tout de suite le ton est donné parce qu'il prend la parole et alors que la plupart des dirigeants politiques essayent un peu d'arrondir les angles, de dire quelque chose de consensuel, lui il va tout de suite rentrer dans le tas. Il va dire voilà, je vais lutter contre l'immigration parce que les Mexicains c'est des violeurs, des criminels, enfin voilà, il va avoir un discours qui est pas du tout politiquement correct et là tout de suite la machine médiatique va s'emballer et c'est ce qu'il cherche. Parce que son objectif, c'est d'occuper le terrain médiatique. Et toujours, vous vous souvenez de ce que je vous disais avec Roy Cohn, c'est il faut toujours être celui qui met la pression. Vous devez être celui qui pousse l'ennemi à réagir. Ce n'est pas vous qui subissez les attaques, c'est vous tout le temps qui envoyez les attaques. Donc ça, c'est une leçon qu'il aura retenue. Et donc, pour conclure cette première partie consacrée vraiment à l'homme, il y a quand même une chose qu'il faudrait quand même souligner, c'est que j'ai évoqué le fait qu'il ait été sauvé de sa faillite, mais Donald Trump est un homme du système, c'est-à-dire qu'il joue ce rôle un peu de franc-tireur, de quelqu'un qui... Mais quand on regarde, je dirais, d'où il vient, sa famille, qui est déjà très intégrée dans la haute bourgeoisie de New York, ses contacts avec Roy Cohn, qui est un homme clé, qui est présent dans plein de mafias, et puis surtout tout son parcours. Parce qu'il publie des best-sellers qui sont écrits par des nègres, c'est pas lui qui les écrit, il est invité dans tous les talk-shows qui ont pignon sur rue, il a des liens avec la mafia, notamment dans le milieu de la construction, c'est un milliardaire, et il y a même, dans une de ses biographies, il reconnaît qu'il suit des cours avec un professeur de Kabbale. Donc vous voyez, il est quand même dans le système, et il est soutenu et poussé par le système, mais avec toujours un côté à part. Qui incarne d'une certaine manière une forme de résistance et d'ailleurs lui-même le reconnaît. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est pas de la supputation. Il le dit. Par exemple, j'ai trouvé une citation de juin 2016 où il dit :« Je connais le système mieux que quiconque parce que je sais comment il fonctionne des deux côtés. J'y suis depuis si longtemps. » Donc, vous voyez, et ça, il va jouer durant sa campagne présidentielle, la première, sur cette ambiguïté, c'est-à-dire je suis un homme du système, mais tous ces gens, je les connais, je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ils pensent, et il va justement dire que parce qu'il a cette connaissance du système, il va pouvoir le combattre de l'intérieur, c'est son fameux slogan « Drain the swamp », vider le marais, et il va utiliser ça aussi pour, je dirais toujours, avoir cette posture en hauteur. Par exemple, quand il va être avec Hillary Clinton en débat, il va dire « Ah oui, Hillary Clinton, je la connais bien, c'est moi qui ai payé pour son mariage, c'est moi qui ai payé pour ses campagnes. » Donc vous voyez, il se met en position quelque part déjà de donneur d'ordre et pas à égalité avec la candidate. Donc c'est ça qui est intéressant avec Trump. Et alors, je vais rentrer dans la deuxième partie de cette conférence, c'est que oui, Trump est un homme du système, clairement, qui est intégré dans le complexe médiatique, politique, business. Il fait partie je dirais, des figures de l'Amérique, des figures auxquelles on laisse l'accès aux grands médias, parce que ça, c'est un marqueur. Vous ne devenez pas une figure connue à l'échelle d'un pays comme les États-Unis si, d'une certaine manière, vous ne faites pas partie du club. Donc ça, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2015, Donald Trump va incarner la résistance à ce système, cet état profond, le deep state,
et il va devenir, je dirais, le porteur des espoirs des patriotes américains, mais aussi des classes populaires américaines. Alors, ce qui m'amène à la deuxième partie de cette conférence, c'est le projet politique de Trump et justement ce combat contre l'État profond. Alors, je pense qu'on ne peut pas comprendre réellement qui est Donald Trump si on ne comprend pas contre quoi il se bat. Et ce qu'il incarne et qu'il assume, c'est la résistance d'une partie de l'Amérique, de cette Amérique patriote, contre ce qu'il va appeler le projet mondialiste, le globalist. Et donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce projet mondialiste ? C'est un projet de gouvernance mondiale, c'est-à-dire la destruction des États-nations, les pertes de souveraineté et le transfert des compétences des États à des structures supranationales. Donc ça peut être par exemple l'OMS pour la santé, l'OMC pour le commerce, ça peut être l'ONU pour une partie de la diplomatie. Donc ça, c'est le point politique. Ça va être aussi la volonté de faire table rase des peuples historiques. Donc ça va être, et de leur culture, de leur tradition, de leur religion. Donc ça va être par exemple le wokisme sur la partie sociétale, et sur la partie démographique, ça va être l'émigration de masse, pour changer la démographie. Donc ça, c'est quelque chose qui sera critiqué dès le début par Trump. Ça va être aussi la fin de la propriété privée, et la destruction notamment de la classe moyenne, ou de la propriété de la classe moyenne, et ça passera aussi par l'agenda climatique. Ça va être aussi un projet de dépopulation, avec un effondrement de la natalité. Ça va être aussi le projet transhumaniste, avec en plus qui se conjugue avec le projet de dépopulation, puisque vous connaissez peut-être en France quelqu'un comme M. Laurent Alexandre, qui dira les gens qui refuseront d'être augmentés, d'être pucés, etc., ce seront des inutiles. Qu'est-ce qu'on fera de tous ces inutiles ? Et puis ça va être un dernier volet, ça va être le volet pédocriminalité, tout ce qui est attaque contre les enfants. Donc j'y reviendrai un peu plus loin dans cette conférence, mais vous voyez déjà avec ces quelques points que je viens d'évoquer, que Donald Trump s'est attaché à attaquer chacun de ces points-là. Alors quand je parle du projet mondialiste, il y a des gens qui disent « mais non, ça n'existe pas, Monsieur Berton, vous êtes un odieux complotiste, il n'y a pas vraiment de plan organisé ». Alors j'ai trouvé une citation que je vous propose pour justement soutenir ce que j'affirme. C'est une citation de quelqu'un qui s'appelle James Warburg, qui est un membre de la grande dynastie des Warburg, une grande dynastie bancaire allemande et ensuite passée aux États-Unis. Et M. Warburg disait en 1950 au Congrès américain, en commission d'enquête, en 1950, « Il y aura un gouvernement mondial que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Donc vous voyez, on est en 1950. Donc, je prends cette citation parce que vous avez les trois piliers de l'action du mondialisme. Vous avez le gouvernement mondial, le consentement, donc c'est comment on va faire adhérer les gens à ce projet de gouvernement mondial. Et puis, donc ça, c'est la carotte. Et si les gens résistent, eh bien, ça sera la conquête et ça sera vraiment l'action armée, et notamment en partie par toutes ces guerres pour la démocratie et les droits de l'homme que vont mener les États-Unis et leur bras armé qui va être l'OTAN. Alors, il y a une chose que je dois signaler à ce stade avant de revenir à Trump, c'est que ce projet mondialiste que je viens vraiment de brosser à très grands traits, il y a une résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et peut-être certains d'entre vous dans cette salle, ont l'impression que ce projet, il avance de manière implacable, de manière méthodique, il n'y a pas de résistance. Mais en fait, en réalité, il y en a une. Il y a une résistance au projet mondialiste. Alors en France, ça sera notamment De Gaulle qui fera sortir la France de l'OTAN, qui ira récupérer l'or qui était à New York. Aux États-Unis, ça sera Kennedy, qui est à peu près sur la même période. Kennedy, notamment, qui déclarera une vraie guerre au mondialisme et qui déclarera notamment une guerre à la CIA, qu'il considérera comme un État dans l'État. Et il fera un célèbre discours où il dira il faut détruire la CIA et la pulvériser en un millier de morceaux. Il fera aussi d'autres choses. Il refusera certains plans de la CIA pour déclencher la fameuse guerre avec Cuba. Il mettra fin à la coopération nucléaire avec Israël, ce qui lui fait un point commun avec le général de Gaulle. Et il fera, erreur probablement fatale, quelques jours avant sa mort, il voulait que tous les agents israéliens présents sur le sol américain soient déclarés comme des agents étrangers, d'une puissance étrangère. Donc il ne pourra pas, malheureusement, ce projet n'aboutira pas. Et plus proche de nous, vous avez aussi des gens comme par exemple des universitaires comme Waltz et Mearsheimer
qui, dans les années 2000, ce sont des grands universitaires américains, dans les plus prestigieuses universités, qui feront tout un livre blanc sur l'ingérence de l'État d'Israël dans les affaires internes et externes, la politique étrangère des États-Unis, et qui seront mis au banc des États-Unis, au banc de la profession, au banc du monde universitaire. Donc il y a cette résistance interne aux États-Unis, elle existe. Et elle est menée par une faction de l'armée, des services secrets, de sécurité. Et ça, c'est quelque chose, même, je ne vais pas détailler parce que ça sortirait du cadre de cette conférence, mais qui remonte même jusqu'au 19e siècle. Par exemple, au 19e, fin 19e, début 20e, il y a déjà ces tendances-là de nouvel ordre mondial qui se manifestent aux États-Unis. Il va y avoir notamment un parti qui va résister à ça, qui va être un parti anti-maçonnique, qui va se créer aux États-Unis, qui va être très puissant, très influent. Aujourd'hui, son histoire est oubliée, mais il a joué un rôle très très important dans la structuration d'une forme de résistance patriote. Pourquoi je dis ça? Parce que historiquement, aux États-Unis, ce projet de faire des États-Unis un instrument au service de cette République universelle est un projet essentiellement maçonnique. Et donc, il y a cette résistance interne aux États-Unis. Et donc, j'ai une citation qui illustre un peu cette guerre de l'ombre menée contre le mondialisme. C'est une citation du grand stratège Zbigniew Brzezinski, qui fut un conseiller géopolitique important, qui dira « La technologie permettra aux dirigeants des principales nations du monde de mener une guerre secrète dont seul un tout petit nombre des membres des forces de sécurité sera averti. » C'est-à-dire que vous avez cette guerre de l'ombre qui oppose, si je simplifie grossièrement, les forces patriotes aux forces mondialistes, dont je vous ai décrit brièvement le projet. Et en fait, c'est une guerre qui est invisible pour le grand public. Et vous avez par exemple la même chose en France avec De Gaulle. Cette guerre de l'ombre, elle existe aussi. Je vous renvoie notamment aux travaux de l'écrivain, de l'historien Éric Branca, qui a beaucoup parlé de ça. Sur, par exemple, le plan de la pédocriminalité, on en a parlé notamment cette semaine. Vous avez peut-être entendu parler de Judith Reisman, Marion Sigaud, on a beaucoup parlé. Judith Reisman, c'est quelqu'un qui fait ce travail-là sur la sexualisation des enfants aux États-Unis depuis au moins les années 70-80 et qui a collaboré depuis toutes ces années-là avec le ministère de la Justice. Donc vous voyez, au sein de l'appareil d'État américain, il y a des gens qui se battent à différents niveaux, au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau militaire, contre cette infiltration mondialiste et son projet global. Donc voilà, et donc quand on parle de cette guerre de l'ombre, ce que j'ai décrite d'ailleurs dans mes essais, ce sont des guerres qui sont menées par des gens qui sont par définition dans l'ombre. Et comme ils sont dans l'ombre, il leur faut des figures publiques pour mener le combat sous le feu des projecteurs. Et donc en France, j'ai cité quelqu'un comme De Gaulle. Derrière, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Jacques Bergier, peut-être que certains connaissent. Et aux États-Unis, il semblerait que ces forces patriotes aient cherché leur champion et que leur champion, ce soit Donald Trump. Que ce soit lui qui ait été choisi. Et donc, ce qui est intéressant, je vais vous donner quelques éléments pour soutenir cette théorie. Déjà, je vous en ai parlé au début de cette conférence. Il y a les liens de la famille Trump avec le FBI, qui est un service de renseignement interne. Il y a un lien qui existe depuis au moins les années 30 entre Trump et le FBI, notamment par l'oncle John Trump. C'est intéressant parce que, par exemple, il y a un témoignage que vous pouvez trouver sur Internet d'un mafieux américain new-yorkais qui s'appelle Sammy Gravano, qui dira « c'est pas une bonne idée d'essayer de faire chanter Trump, tout le monde le connaît à New York ». Vous savez que la mafia, par exemple, notamment dans l'immobilier, il faut donner des pots de vin pour pas que les syndicats bloquent les chantiers, etc. Et Sammy Gravano dira « pas une bonne idée de tenter ce genre de truc avec Trump, parce que Trump, il a des liens très étroits avec le FBI, il a plein de copains au FBI, et dans son équipe de sécurité, il y a plein d'anciens du FBI qui l'embauchent. Donc quand vous venez le faire chanter, vous arrivez à son bureau à 10h30, à 10h35, il a sorti un dossier comme ça où il sait avec qui vous avez mangé hier soir, dans quel restaurant. Donc il est très très bien informé, il a compris l'importance du renseignement. Donc ça c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider, notamment dans sa campagne de 2015. Ça c'est décrit notamment dans le livre de Paul Ferber que j'ai traduit et qui raconte de manière extraordinaire toute cette guerre sur les réseaux et toute cette guerre de l'information qui va permettre l'élection de Donald Trump. Et vous découvrez, c'est dans les 60 premières pages du livre, comment des gens probablement du FBI ou du renseignement vont aller sur les réseaux sociaux et vont militariser
les patriotes de Trump dans cette guerre, ce qu'on appelle la guerre mémétique, c'est-à-dire la guerre par les images sur les réseaux sociaux, notamment les mèmes qui sont des images humoristiques, percutantes, pour manipuler et influencer l'opinion publique. Des choses très très courtes, c'est l'étape supérieure du slogan et de la propagande. Et ça, vous voyez dans le livre, c'est très bien raconté comment des gens qui sont, eux, formés à cette guerre, cette nouvelle forme de guerre numérique, vont aller chercher notamment les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, les jeunes qui sont sur les forums de geeks, et vont leur donner les outils pour qu'ils aillent affronter Hillary Clinton et la défoncer sur les réseaux, avec une efficacité remarquable. Et je peux vous dire que moi, j'observe ça de très près, parce qu'en plus, mon premier métier, c'est le marketing et la communication. Donc, je m'intéresse à titre même professionnel. Je peux vous dire qu'en France, on est 10 ans plus tard, on n'est toujours pas au niveau de la campagne de Trump en 2015 dans la sphère politique française. Ça commence, il commence à y avoir des choses qui se font. On est meilleur qu'il y a quelques années, mais on a 10 ans de retard sur la guerre mémétique et la guerre de l'information qui existe aux États-Unis. Donc ça, c'est très intéressant, et ça, c'est le renseignement qui est derrière ça. Ça, c'est clair et net. Et vous allez aussi avoir l'aide de cette faction patriote parce qu'ils vont aider à déjouer la fraude électorale. Parce qu'on parle beaucoup de la fraude électorale de 2020, qui a permis la victoire de Biden, mais on sait que la fraude électorale, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Les machines à voter, ça existe depuis très longtemps. Et apparemment, elle était déjà en place en 2016 et Clinton devait gagner. Et souvenez-vous de l'assurance du camp Clinton en 2016. Tout le monde était convaincu de la victoire de Clinton. Moi, je me souviens à l'époque, je commençais à m'intéresser à ces sujets. J'avais été frappé d'apprendre que l'ambassadeur, c'était sous Hollande, l'ambassadeur français aux États-Unis n'avait même pas prévu un texte pour la victoire de Trump. Alors que l'usage, c'est d'en préparer deux et puis on sort celui en fonction du gagnant. Les services préparent ça, il n'y a pas de problème, c'est standard. Là, et même Clinton, quelques semaines avant sa défaite cuisante, avait publié une photo, c'était son anniversaire, elle disait « Joyeux anniversaire à cette future présidente ». Donc elle était quasiment sûre de sa victoire. Alors je vais revenir sur cette chose-là. Et en fait, ce trucage de l'élection et ce trucage déjoué est évoqué dans ce livre qui parle justement de l'opération Q. Alors je fais une petite parenthèse très rapide là-dessus. L'opération Q, vous en avez peut-être entendu parler sous le vocable QAnon. QAnon souvent accompagné de théories complotistes trumpistes d'extrême droite. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet. J'ai publié et traduit ce livre justement pour remettre les pendules à l'heure. C'est un témoignage passionnant. En fait, il y a une différence entre Q et QAnon. Et en fait, Q, c'est une opération de réinformation qui se déroule entre octobre 2017 et janvier 2018 pour sa première partie sur un forum internet qui s'appelle 4chan, où justement vous allez avoir vous aviez eu en 2015-2016 toute cette guerre de l'information qui s'était menée contre Clinton. Et donc, en fait, c'est des successions de messages qui dévoilent un petit peu les coulisses de la première présidence Trump et aussi de son élection. Et donc, il y a un message assez connu que je vous traduis qui dit qui a demandé Trump de se présenter à la présidence? Qui lui a fait cette demande? Est-ce que Clinton était censé être la gagnante? Est-ce que l'élection était censée être truquée? Est-ce que des bonnes personnes ont empêché le trucage? Donc ça, je dirais, on n'a pas de preuve de ça, mais dans tous ces milieux sur lesquels j'enquête depuis plusieurs années, vous avez quand même cette idée qu'il y a des gens qui ont empêché le trucage et que la victoire de Trump a été un choc. Personne ne s'y attendait, et en plus, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'apparemment, cette victoire surprise fait partie d'une stratégie plus globale, parce que comme le dit cette même source Q, ils n'ont jamais pensé qu'elle pouvait perdre, et comme ils n'ont jamais imaginé cette hypothèse, ils ont été négligents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à faire le ménage derrière eux. C'est-à-dire que quand Trump a pris le pouvoir, rien n'avait été préparé pour mettre les gens aux bonnes places. Vous voyez, Emmanuel Macron est en train de faire ça. Là, il s'apprête à quitter le pouvoir, donc il est en train de mettre plein de proches à tous des postes clés. Et bien, apparemment, comme ils étaient tellement confiants de la victoire de Clinton, tout ce travail préparatoire pour verrouiller n'avait pas été mis. Donc vous voyez, c'est un peu le judo, c'est-à-dire vous utilisez la force de l'adversaire et vous la retournez contre lui. Et je terminerai cette partie
avec un moment très particulier. Alors, on aurait pu avoir si on avait un vidéoprojecteur, je vous montrerais ça, mais ça rallongerait aussi un petit peu. Je vous invite à regarder ça sur Internet. Vous avez une vidéo qui s'appelle, alors c'est en anglais, c'est « Intervention bizarre de l'armée derrière Trump lors de son inauguration ». Donc, vous tapez ça en anglais. Et vous trouvez, c'est un petit extrait de son discours d'inauguration, donc c'est en janvier 2017. Et donc, il est devant, en train de faire son discours. Et il y a un moment très précis du discours, c'est ce que vous voyez dans la vidéo, ça dure 2-3 minutes. Et tout d'un coup, vous avez des militaires qui se mettent au garde à vous derrière Trump. Ce qui est incroyable, cette mise en scène n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire des inaugurations présidentielles des États-Unis. Il n'y a aucune occurrence de ça. Et le moment où les militaires se mettent au garde à vous derrière Trump, c'est un moment très précis, c'est où il dit ceci. Il dit « Cette élection a une signification très particulière. En ce jour, nous ne transférons pas seulement le pouvoir d'un parti à un autre, d'une administration à une autre, mais nous reprenons l'Amérique et nous retransférons le pouvoir à vous, le peuple. » Et donc, juste quand il dit ça, les militaires sont derrière lui, il dit ça, ils font demi-tour et ils s'en vont. Vous voyez, donc il y a toujours ce truc, et ça c'est très important pour comprendre Trump, parce qu'il y a toujours ce souci de la mise en scène. Trump, c'est un homme de médias. C'est quelqu'un qui soigne, qui connaît l'importance de la mise en scène, et aucun détail n'est jamais laissé au hasard. Je pourrais vous donner un millier d'exemples comme ça, notamment le choix de la musique. Il y a des musiques qu'il utilise quand il veut faire passer certains messages, des thèmes musicaux, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc, avant de passer à la dernière partie de cette conférence, il y a une chose qu'on peut dire de manière objective et sans rentrer dans les spéculations, c'est que toute la politique que mène Donald Trump depuis son premier mandat, combat objectivement le mondialisme et l'attaque sur ses fondamentaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance, par exemple, de la volonté de détruire les États-nations. Eh bien, Donald Trump restaure la souveraineté de l'Amérique, il fait sortir l'Amérique de l'OMS, il remet le contrôle des frontières, notamment avec la politique de l'ICE, il lutte contre l'immigration illégale, il entérine, là c'est aussi intéressant, cette idée de lutte contre la fin du gouvernement mondial. Si vous liez, il a publié en décembre 2025, enfin l'administration Trump a publié en décembre 2025 la nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis. C'est écrit noir sur blanc que le nouvel ordre mondial, l'hégémonie américaine, c'est terminé. C'est écrit noir sur blanc que les États-Unis ne chercheront pas une domination mondiale, chercheront à défendre ce qu'ils considèrent leur précaré, c'est-à-dire l'hémisphère américain, et ça inclut notamment le Venezuela, il y aura peut-être des questions là-dessus, et de leur point de vue le Groenland, mais c'est tout. C'est tout. Et ils disent, c'est écrit pareil, noir sur blanc, qu'ils collaboreront même à des régimes qui sont hostiles sur le plan idéologique, tant que cela est conforme aux intérêts des États-Unis. Donc, c'est-à-dire, ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, où on fait des changements de régime, où on met des fantoches qui vont soi-disant faire des élections, les droits de l'homme, etc. Maintenant, ça c'est fini. Si on travaille avec des dictateurs, on travaillera avec des dictateurs. On n'essayera pas de changer le régime. Donc ça, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Au Venezuela, ils ont arrêté Maduro, ils l'ont exfiltré, et ils continuent à travailler avec des chavistes. Tous les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, dont la vice-présidente, ce sont des chavistes qui ont été très hostiles aux États-Unis par le passé, en tout cas en discours, et maintenant ils travaillent avec les États-Unis. Donc vous voyez, c'est la mise en application directe de cette nouvelle stratégie nationale de sécurité. Il y a un combat contre cette culture de la table rase, notamment contre le wokisme. Ça, c'est la partie la plus évidente parce que Donald Trump il y a plein de mesures qui sont prises contre le transgenre, contre le financement des cliniques d'avortement, contre toute la diversité, inclusion, enfin tous ces programmes, ce qu'on appelle en anglais le DEI, donc diversité, équité, inclusion. Vous avez notamment le nouveau ministre de la Défense, d'ailleurs c'est plus le ministère de la Défense, c'est le ministère de la Guerre, Peter Hegseth, qui a fait plein de discours où il dit les nanas en robe, cette merde c'est terminé. En anglais, we are done with that shit. Donc ce genre de conneries c'est terminé. Les mecs en robe dans l'armée c'est fini. Donc vous voyez, il y a un discours très, je dirais, très agressif. Il y a une défense de la propriété privée avec la volonté de faire de l'Amérique une nation de propriétaires. Il y a la lutte contre la dépopulation avec plein de mesures, notamment le travail extraordinaire qui est fait par Robert Junior Kennedy, qui lutte contre l'empoisonnement de la nourriture des Américains, notamment avec les colorants et les additifs, une lutte contre l'obésité. Là, il vient de lancer notamment une grande campagne
pour inciter les Américains à manger des fruits, à se reprendre en main et à lutter contre ce fléau, qui est un vrai fléau aux États-Unis de l'obésité. Et puis tout ce qui touche aussi la santé, les vaccins, notamment les vaccins pédiatriques. Donc vous avez vraiment tout, il s'attaque, je dirais, à Big Pharma, il y a le combat contre le wokisme, il y a le combat contre la délinquance, contre les migrations illégales, contre l'insécurité. Et puis, dernier point du projet mondialiste aussi, la lutte contre la pédocriminalité. Il y a un moment, un célèbre passage où Donald Trump est interrogé sur Q, sur cette fameuse opération Q, et donc il botte un peu en touche, mais il dit... Moi, j'ai compris un truc sur les gens qui suivent Q, c'est que déjà, ils m'aiment bien, donc ça, c'est super. Et surtout, ils n'aiment pas trop les pédophiles. Et moi non plus, j'aime pas les pédophiles. Et il y a d'ailleurs un tweet que les gens ont ressorti avec l'affaire Epstein, qui date de 2012, où Donald Trump dit « Beaucoup trop d'enfants sont chopés par ces pervers. Il y a un truc simple, c'est des procès rapides et une balle dans la tête. » Donc ça, c'est un tweet qui date de 2012, ou peine de mort. Je ne sais plus s'il dit balle dans la tête ou peine de mort, mais il dit vraiment fini les gamins attrapés par les pervers, des procès expéditifs et la peine de mort. Donc ça, vous pouvez retrouver. Donc voilà, il attaque vraiment ces points-là. Alors, il y a toute l'affaire Epstein, je ne vais pas la dire dans le cadre de cette conférence, je pense que ça pourra faire l'objet de questions, ça me permettra de vraiment bien développer uniquement sur ce sujet. Mais il y a plein de choses à dire, notamment sur la relation entre Trump et Epstein. En tout cas, sur la partie de son projet politique et de sa lutte contre l'État profond, il y a toujours une chose qui est claire, c'est que, et Trump le dit d'ailleurs dès 2016, il est là pour combattre le projet mondialiste, il est là pour lutter contre l'État profond, et ce qui résume le mieux ça, c'est sa déclaration à l'ONU, dans son premier grand discours. Il dit « L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes ». Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Alors, ce qui m'amène à la dernière partie de cette conférence, le projet de Trump et l'héritage qu'il veut laisser. Alors, je vous l'ai dit dans le début de cette conférence, Trump, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand, qui est parfois un peu mégalo, dans le bon sens du terme. Il l'a dit très clairement, il l'a dit après, vous savez, qu'il ait failli se prendre une balle quand il a été blessé, il l'a dit « J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique ». Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est « Make America Great Again ». Alors c'est bien de le dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est propre à l'histoire des États-Unis. Il faut avoir conscience que les États-Unis sont une création à 100% du mondialisme, en tout cas du proto-mondialisme. Les États-Unis, c'est un pays qui est créé d'un côté par des protestants puritains, donc vraiment des extrémistes religieux protestants, et par des francs-maçons. Toute la pensée américaine, et notamment même la Constitution américaine, s'est inspirée des idéaux de la franc-maçonnerie. C'est très clair, et même au sein de la franc-maçonnerie, des gens qui sont un groupe qui infiltrera la franc-maçonnerie, qui sont les Illuminés. Par exemple, Benjamin Franklin était à la fois franc-maçon et à la fois un membre des Illuminés. Et donc, les États-Unis, c'est un peu l'idéal maçonnique réalisé, parce que c'est l'idée d'une république universelle, où en fait les gens ne seront plus tenus par leurs attaches historiques, religieuses. C'est les gens du monde entier, notamment de l'Europe chrétienne, qui vont aller dans un nouveau monde. D'ailleurs, dans la pensée des protestants et des puritains, c'est presque le nouvel Éden. C'est le nouveau jardin d'Éden, c'est là où l'homme va pouvoir finalement prendre un nouveau départ, quelque part, là ça devient délirant, retrouver l'état avant le péché originel, un côté très messianique, et en fait, avec un espèce de creuset, le fameux melting pot, c'est ça, on va tous fusionner dans une identité, et ça c'est très maçonnique, c'est même alchimique d'ailleurs, c'est de l'hermétisme. Et petite parenthèse au passage, j'ai découvert en faisant mes recherches sur ce sujet que Washington, la capitale des États-Unis, est saturée de géométrie et d'architecture urbaine maçonnique. J'ai découvert, il y a un site qui décrit ça, et l'architecte qui a créé le plan urbain de Washington DC, qui est très particulier, c'était un franc-maçon français qui s'appelait Pierre-Charles L'Enfant. Donc il y a toute une géométrie urbaine occulte à Washington. Je fais fin de la parenthèse. Et donc, si vous voulez, les États-Unis, c'était l'instrument pour réaliser ce nouvel ordre mondial. Et ça, le mondialisme, quand vous étudiez l'histoire du mondialisme, ce que je fais dans mes essais, le mondialisme, c'était à l'origine, il vient de Londres. En fait, le cœur du mondialisme, c'est Londres, c'est la City.
Et en fait, le mondialisme va découvrir à la fin du 19e que l'Empire britannique, même avec le Commonwealth, c'est pas suffisant en termes de ressources humaines et matières premières pour réaliser ce projet de nouvel ordre mondial. Donc ils vont tout déplacer aux États-Unis. Par exemple, vous avez le meilleur exemple de ça, c'est que vous avez le ministère des Affaires étrangères mondialiste qui s'appelle Chatham House, qui est le Royal Institute for International Affairs, qui va créer le CFR en 1921, le Council on Foreign Relations, dont Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères, dira que c'est la maison mère où elle va prendre ses ordres. Ça, c'est une citation qui date, je crois, de 2015. Donc vous voyez, l'Amérique est vraiment cet instrument du nouvel ordre mondial. Donc c'est un pays qui est complètement infiltré, qui est complètement tenu et dont toute la philosophie politique tend vers la réalisation du nouvel ordre mondial. Mais avec une contradiction extrêmement puissante, parce que c'est un pays en même temps qui est très pieux, qui est très chrétien et qui est très patriote, qui est très attaché à ça. Et c'est très frappant parce que c'est difficile pour un Français d'imaginer ça, parce qu'il y a un patriotisme aux États-Unis qui est d'une ardeur. Je pense que pour retrouver un patriotisme en France, il faut remonter à 1914. Il faut retrouver les poilus qui vont dans les tranchées, avec cette ardeur patriotique qu'on a en France, qu'on a complètement perdue à cause de 1918 et du massacre que ça a été. Il y a eu encore un petit sursaut avec la résistance et le gaullisme, etc., et une partie de la gauche française qui peut résister aussi. Mais il y a si vous voulez, les États-Unis, il y a ce patriotisme notamment dans l'armée, dans la police, dans la population. C'est pas un mot vain. Et il y a une foi aux États-Unis. La foi, en France, on est dans un pays déchristianisé. Je veux dire, la foi aux États-Unis, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas juste on jure sur la Bible. C'est Dieu est présent dans chaque aspect de la société. J'ai regardé des chiffres en tant que catholique. En France, aujourd'hui, c'est 5% des catholiques qui sont pratiquants, qui vont tous les dimanches à la messe. Aux États-Unis, c'est 29%. Et j'ai regardé, je me suis dit, alors peut-être que Vatican II est passé par là, etc. En France, en 1961, on était à 28%. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en 2024, il y a plus de gens qui vont à la messe, de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches qu'il y en avait en France en 1960. Donc vous voyez, on est dans un pays très pieux. Donc il y a tout ça, il y a ces tensions. Et donc la difficulté pour quelqu'un comme Donald Trump, pour un président comme Trump, c'est à la fois de libérer les États-Unis du mondialisme, de le faire sans plonger le pays dans le chaos, c'est-à-dire de déclencher une guerre civile entre l'Amérique pieuse, rurale, trumpienne, patriote, conservatrice, et l'Amérique, notamment des côtes, Californie et côte Est, qui est plutôt urbaine, libérale, tournée vers le mondialisme, un peu comme ce qu'on a en France dans les grandes villes françaises, Paris, etc. Et à la fois éviter donc ce conflit et faire tout ça sans affaiblir l'Amérique. Parce que en toile de fond, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a des puissances rivales qui profiteraient de cet effondrement de l'Amérique. Donc il faut à la fois détacher les États-Unis du projet mondialiste, lui faire conserver sa puissance et éviter la guerre civile. Donc c'est une opération de chirurgie politique à haut risque. Et donc c'est très compliqué. Et Donald Trump a été choisi probablement, et lui-même pense qu'il est l'homme de la situation pour faire ça. Et qu'il a ce rôle très important à jouer. Alors, une petite parenthèse sur cette idéologie qui anime le Trumpisme. Je vais quand même dire un mot sur une idéologie qui s'appelle Dark MAGA, qui est l'idéologie des anti-lumières. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la Silicon Valley, autour de gens comme Elon Musk, comme Peter Thiel. Alors, il y a un grand idéologue qui s'appelle Curtis Yavin, il y a aussi Nick Land, qui sont des gens qui ont écrit là-dessus. Et en fait, eux, alors je vais simplifier et je reviendrai au moment des questions si vous voulez qu'on en parle plus longtemps. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'il faut complètement liquider l'idée des Lumières, c'est-à-dire toute cette idée de l'autonomie de la raison, des droits de l'individu, etc. Il faut liquider la démocratie. Pour eux, la démocratie est un système totalement inefficace. C'est un système qui produit du désordre, qui fragilise l'appareil d'État. Et en fait, il faut mettre en place un espèce de césarisme politique avec une nouvelle aristocratie. C'est-à-dire il faut un parti unique, il faut un chef, et il faut une nouvelle aristocratie dont les intérêts se confondent avec ceux de l'État. Et en gros, pour dire les choses assez simplement, c'est ce que vous voyez un peu en Russie et en Chine.
c'est-à-dire une classe qui est à la fois proche du pouvoir, qui est une classe puissante économiquement, puissante politiquement, et qui est complètement opposée à toute la pensée des Lumières. Donc, un dernier mot aussi avant de conclure, d'arriver à la conclusion de cette conférence. Il y a quand même un point de vue critique que je voudrais évoquer, c'est des gens disent, mais attendez, vous nous présentez Donald Trump comme un champion de l'antimondialisme, mais en fait, il fait quand même partie du système. Il est quand même, notamment, ça c'est un point récurrent de critique, il est quand même cul et chemise avec Israël, dans sa famille, avec le lobby israélien. Il y a son gendre Kushner qui est quand même dans tous ces milieux-là. Alors, un mot là-dessus, et pareil, on pourra en reparler plus en détail si vous voulez. Il y a une réalité politique, c'est déjà qu'on ne peut pas être élu président des États-Unis si on attaque Israël de front. Parce qu'il y a un lobby extrêmement puissant qui s'appelle l'AIPAC, et ce n'est pas le seul. Il y a les évangéliques américains qui sont protestants et qui sont pro-sionistes, mais à 200%, notamment parce qu'ils sont fait laver le cerveau par une Bible trafiquée qui s'appelle la Bible Scofield. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc la base de Trump, ce sont des gens qui sont pro-sionistes. Tous les gens qui l'ont porté au pouvoir en 2016, ce sont des gens qui soutiennent Israël, mais à 200%. Donc il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi des choses qu'il faut regarder. Vous savez, l'Évangile nous dit qu'il faut regarder un arbre à ses fruits. Il y a quand même des choses que Donald Trump fait, notamment vis-à-vis du lobby sioniste. Déjà, il a complètement désamorcé la crise avec Israël. C'est-à-dire que vous voyez que depuis le début, on pousse à la confrontation avec l'Iran. Donald Trump, depuis le début, calme le jeu et a fait ce truc ridicule, je crois que c'était en 2024 ou en 2025, où il a bombardé en fait un truc qui avait été vidé en disant on a bombardé, ça y est, j'ai détruit les installations nucléaires, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que c'était l'argument récurrent des néocons et des Israéliens, il faut détruire le programme nucléaire israélien. Donc Donald Trump a dit maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Et là vous voyez encore qu'avec ce qui s'est passé, les manifestations en Iran, ils ont essayé aussi d'appeler Trump. Trump a dit oui, l'aide arrive, vous inquiétez pas, et en fait il se passe rien. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on assiste à depuis je dirais depuis 1 an, et ça c'est un phénomène assez spectaculaire, c'est l'effondrement du soutien de la population américaine à Israël. C'est un effondrement qui est en chute libre et qui est jamais vu depuis la création de l'État d'Israël en 1948, et c'est notamment très marqué parmi les classes les plus jeunes de la population. Et j'observe ça, là encore, toujours avec cette idée de guerre de l'information. C'est une opération coordonnée et c'est une opération de guerre mémétique, la même guerre mémétique qui s'était déployée contre Clinton. Je veux dire, il y a des réseaux qui sont déployés, il y a des contenus qui sont générés, donc là aussi je pourrais revenir là-dessus, mais ça c'est assez évident qu'il y a en tout cas il y a une faction. Alors dans quelle mesure Trump participe à ça, mais ça semble difficile à imaginer qu'il n'ait pas donné son aval, une opération pour saper le soutien à Israël, et les révélations Epstein s'inscrivent dans ce cadre. Trump est président, c'est le ministère de la Justice qui sort ça, et je précise aussi au passage que le fait de voir toutes les 5 minutes des gens du lobby juif à la Maison-Blanche, Netanyahou qui est là quasiment, il est là tous les 15 jours, je veux dire, ça fait réfléchir les Américains, parce que cette réalité-là, elle a existé depuis très longtemps, même depuis Johnson, depuis Reagan, mais elle était cachée. Là, maintenant, elle est visible. Et ça fait réfléchir les Américains, parce qu'on leur a dit non, c'est pas vrai, c'est être antisémite que de croire ça. Et en fait, ils voient que le lobby sioniste et le lobby juif est présent tout le temps à la Maison-Blanche. Donc ça aussi, ça fait réfléchir les Américains. C'est aussi une manière de mettre en évidence quelque chose qui était caché. Et une dernière chose aussi, pour comprendre la psychologie de Trump, il y a un truc qu'il fait tout le temps, c'est plus il dit du bien de vous, plus il faut se méfier. Ça, c'est le truc quand il dit « mon plus grand ami, mon meilleur soutien, je l'adore, il n'y a pas plus… » Ça, alors là, vous êtes mal barré. Vraiment, vous êtes mal barré. Les gens, et ce que j'ai observé en étudiant Trump et ses cercles, etc., les gens qui sont les vrais alliés de Trump et ils n'en parlent jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a quelqu'un dont j'ai dressé le portrait dans le volume 4 des essais, c'est Lin Wood, un grand avocat américain. Il est reçu par Trump en audience privée en mars 2020 à la demande de Trump. Il est très important, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Lin Wood, Trump n'a jamais prononcé son nom, une seule fois. Alors qu'il le reçoit à sa demande en audience privée le jour où la pandémie de Covid est annoncée officiellement, et que c'est quelques heures avant que Trump prenne la parole pour s'adresser au peuple américain. Donc vous voyez, c'est un exemple de quelqu'un qui est très important, qui a un grand soutien de Trump, qui n'est jamais, jamais mentionné par Trump. Et Lin Wood dit
que Dieu fasse en sorte que je ne sois jamais mentionné positivement ou négativement par le président Trump, parce que ça, c'est pas bon signe. Voilà. Donc je vous livre maintenant, cette conférence touche à sa fin, je vous livre un peu ma conclusion sur ce personnage vraiment complexe et fascinant qui est Donald Trump. Comme je l'ai dit au début, je pense que c'était peut-être au départ, il était membre du système. Il était dans le système, il était intégré dans le système, mais à un moment, et ça c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, peut-être même d'ailleurs qu'il était gardé de côté pour être éventuellement un futur candidat populiste, parce que ça c'est quelque chose, dans le mode de fonctionnement du mondialisme, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est garder un peu des gens sous le coude pour les sortir au bon moment. Et ce qui s'est passé, alors il y a eu un moment de bascule. Trump s'est retourné. Alors, certains disent c'est parce que peut-être c'est ceux qui l'ont sauvé de la faillite dans les années 90, donc il doit de l'argent à des gens. Et en fait, c'est à ce moment-là où on a essayé de le faire un peu dévier. Il y a des gens qui disent c'est quand il y a eu le 11 septembre, il n'a pas supporté ce qui s'est passé dans sa ville, il a eu des amis proches, on ne sait pas. Il y a aussi quelqu'un que je n'ai pas évoqué, c'est sa femme, Melania, qui joue un très grand rôle. On la présente comme une espèce de potiche parce que c'est un ancien mannequin, mais c'est une femme brillante. Regardez son parcours, elle parle 5 langues, apparemment c'est une conseillère très écoutée. Donc je pense qu'il y a peut-être eu aussi l'influence de Melania, ça c'est possible. Certaines personnes disent que, notamment la source Q le laisse sous-entendre, qu'en fait il y a eu cette tentative d'assassinat qu'il y a eu durant la campagne en 2024, mais qu'en fait il y aurait eu d'autres tentatives d'assassinat qui n'ont pas été rendues publiques, que cette tentative-là a été un peu montée en épingle, a été médiatisée, et d'ailleurs ça se voit qu'il y a eu un peu une question de mise en scène dans la façon dont ça a été photographié, etc., mais apparemment il y aurait eu d'autres. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est, moi j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Je pense vraiment que Donald Trump est un vrai patriote qui combat l'État profond, mais avec aussi une réalité complexe, internationale, géopolitique, l'influence de certains lobbies, notamment le lobby israélien et le rapport avec Israël. Mais quand on regarde le bilan, et ça c'est aussi l'avis même de gens, de patriotes, mais qui ne sont pas forcément pro-Trump, actuellement, même si son mandat s'arrêtait aujourd'hui, c'est l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis, par ce qu'il a fait. Il est dans le top 5. Je veux dire, il y a des gens comme Lincoln, il y a des gens peut-être comme on peut parler de Kennedy, il y a bien sûr George Washington, mais il est dans le top 5. Et même des gens qui ne sont pas des fans absolus MAGA reconnaissent que tout ce qu'il a fait, il a eu une influence durable sur l'histoire des États-Unis. Il incarne peut-être, si on se remet dans ce que je vous ai dit sur l'idéologie dark MAGA, anti-lumière, il incarne peut-être cette transition vers ce césarisme politique, cette liquidation de la démocratie. Peut-être que Trump va être celui qui va liquider la démocratie américaine et passer vers un espèce de système à parti unique. La source Q le dit dans un de ses messages, dit l'objectif avec ce qui se passe actuellement, c'est pas juste de mettre Trump au pouvoir, c'est de détruire le parti démocrate pour des générations. Donc ça veut dire que c'est pas juste une alternance politique, c'est il va y avoir un parti aux États-Unis. Donc à voir ce qui va se passer avec les midterms. Alors moi, certains disent, mais vous voyez Trump comme un sauveur. Alors déjà, je répète toujours que Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Moi, je n'attends rien de lui. Je précise que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La France retrouvée » et pas « l'Amérique retrouvée ». Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure Trump peut être utile à la France d'une manière ou d'une autre, notamment à attaquer l'ennemi commun qui occupe aussi la France, qui est le mondialisme. Et je répète aussi toujours que, en tant que chrétien, je n'ai qu'un seul sauveur, et c'est le Christ. Et certainement pas un homme, et encore moins un homme politique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai en commun avec Trump. Trump le dit aussi, il a dit il était invité dans une église, une grande église évangélique, et il a dit quelqu'un va sauver l'Amérique. Tout le monde l'applaudit, il dit non, le sauveur c'est pas moi, il y a quelqu'un au-dessus qui est bien plus important que moi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un ego comme Trump, est quand même capable qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Alors, je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire quel est l'impact de Trump et son influence qu'il peut avoir sur la France? Le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis doivent gérer cet effondrement, en tout cas ce recul de leur hégémonie mondiale. La problématique aussi qui va être de l'effondrement du dollar et de l'arrivée d'une monnaie potentiellement pour concurrencer le dollar qui va être la monnaie des BRICS. Et donc en fait, les États-Unis peuvent être tentés
de se refaire sur le dos de l'Europe, sur le dos de leurs vassaux. Ça, c'est une réalité. Et le problème qu'on a en France, c'est que si la thèse que j'explique, qui est le combat, cette guerre de l'ombre contre le mondialisme, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas à la table des vainqueurs. La table des vainqueurs, c'est la Russie, la Chine, les États-Unis. Nous, on regarde passer les balles et on essaye de naviguer là-dedans. Et le problème, c'est que la France est un pays qui est complètement tenu par le mondialisme, dont une grande partie des élites sont acquises à la cause du mondialisme, contrairement aux États-Unis où il y a une élite patriote en nombre suffisant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de patriotes en France, je dis qu'il n'y a pas une élite suffisante pour faire nombre et pour maîtriser des pans entiers de l'appareil d'État, du pouvoir, etc. Donc ça, c'est un problème. Et surtout aussi, et je terminerai là-dessus, ce que je constate en France, c'est que contrairement aux États-Unis, nous avons un problème sur la doctrine et sur les sujets de fond. Les patriotes américains ont compris, les vrais patriotes américains, et notamment dans l'entourage de Trump, ont compris que le problème, ce n'est pas l'alternance gauche-droite ou républicain-démocrate ou même conservateur contre progressiste, c'est le mondialisme contre les patriotes. Et à partir du moment où vous comprenez ça et que vous comprenez que le mondialisme peut être de gauche comme de droite, et que d'ailleurs souvent il joue avec l'alternance, là vous avez compris, vous pouvez vraiment vous attaquer à l'état profond et vous pouvez vider le marais. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai évoqué, c'est pour ça que je voulais parler des lumières sombres, de Dark Maga et de l'anti-lumière, parce que les Américains, comme les Russes et comme les Chinois, ont compris que le problème c'est l'idéologie des lumières. C'est tout ce truc de l'autonomie de la raison, de chasser le religieux de la sphère politique, de l'individualisme, des droits de l'homme, du contrat social, enfin de toutes ces conneries, que les patriotes américains ont compris et sont en train de le démanteler méthodiquement, bloc par bloc. Je traduis des gens qui sont inconnus en France, qui font ce travail-là. En France, on est à 1000 km de ça. La meilleure preuve de ça, c'est qu'en France, on a un deuxième problème, c'est que l'identité politique française est complètement associée aux Lumières. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, la France, ça commence en 89. Les gens croient vraiment que la révolution de 89, c'était une révolution menée par le peuple pour nous libérer du servage, tout ça. Enfin voilà. Les Américains, eux, ont compris tout ça. Donc il y a ce travail-là. Et en France, on en est très loin. Et les Américains ont compris cette chose fondamentale, c'est l'importance de remettre la religion au cœur de la cité et que cette religion ne peut être que le christianisme. Ça, ils ont complètement compris ça. Et Donald Trump l'a dit d'ailleurs la semaine dernière dans une déclaration qu'il a fait au petit déjeuner national de prière. Donc déjà, ils ont ce genre d'événement. Il a dit, pour être une grande nation, il faut avoir une religion, il faut avoir la foi et il faut avoir Dieu. Et donc moi, j'espère, en tant que patriote français, que nous prendrons exemple sur lui, que les patriotes français comprendront l'importance d'être forts sur cette doctrine, notamment sur la critique des Lumières, et que nous ramènerons la foi en France et que nous ramènerons le Christ au cœur de notre cité. Je vous remercie.